Ils ont marché de Marseille à Paris, c'était en automne, il y a 30 ans. Au départ, ils étaient une dizaine, à leur arrivée, à Paris, 100 000. La raison de leur marche pacifique, eh bien quelque chose d'assez simple, un désir de reconnaissance et surtout une lutte pour la dignité et l'égalité. On avait alors, dans les médias, appelé très vite ce mouvement la marche des beurs, parce qu'il fallait simplifier. Mais il faut bien rappeler que le vrai nom de cette marche, avec un M majuscule, c'est la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme. Les marcheurs avaient décidé de suivre les traces et les pas, si j'ose dire, de Martin Luther King ou encore de Gandhi sous la houlette du père Delorme, et ils avaient ainsi tenté de dénoncer pacifiquement, ils avaient dénoncé les crimes racistes qui se multipliaient et l'exclusion qu'ils subissaient. Véritable déclic pour les enfants des premiers immigrés en France, la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme fait figure de tournant. Mais un tournant aujourd'hui peut-être un peu oublié. 2 Français sur 10 aujourd'hui se souviennent de cette marche pour l'égalité des droits et contre le racisme, tandis qu'on a observé qu'une ministre de la République noire était comparée à un singe récemment, et que pour 65% des Français, le racisme peut sembler parfois justifié. Bref, on dirait que tout est à refaire, et même plus peut-être que tout reste à faire. C'est ce que nous allons voir avec vous. Nabil Ben Yadir, bonjour. Bonjour. Vous êtes le réalisateur du film La Marche qui sort ce mercredi. Bonjour. Bonjour mon père. Bonjour. Enfin, nous sommes une radio laïque, donc je dirais bonjour Christian Delorme. Tout à fait. Prêtre du Prado, ne pas confondre avec Madrid. Une famille spirituelle qui a le souci des plus pauvres, tout simplement. Voilà, dans le diocèse de Lyon. Et vous êtes on va dire quoi, les initiateurs, encadreurs, animateurs de cette marche en 83. C'est une aventure collective et je crois qu'on a eu la chance de vivre cela ensemble. Et puis Donia Bouzard, bonjour. Bonjour. Anthropologue, spécialiste d'analyse du fait religieux. Vous publiez de très nombreux articles et des tribunes dans les médias, quelques-uns de titres de vos livres: Désamorcer l'islam radical aux éditions de l'Atelier, ou encore Laïcité, mode d'emploi. Il en sera sans doute question aujourd'hui de cette question-là de la laïcité. Celui de cette semaine, c'est combattre le harcèlement au travail et les discriminations. Ça, c'est le tout petit dernier. Et puis, nous rejoindrons tout à l'heure, dans la deuxième partie des matins, Majid Cherfi du groupe Zebda, qui met en place quelque chose, au fond, qui ressemblerait peut-être, qui sait, à une nouvelle marche pour dire ceux qui marchent encore. Nabil Ben Yadir, si je crois savoir, vous êtes plutôt belge. Oui. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette marche française? Vous aviez 4 ans, vous, en 83. Tout à fait. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire un film, alors comment dire, militant, commémoratif, nostalgique, inquiet? Cinématographique. Cinématographique, oui, mais... C'est important. Ouais. Non, mais c'est ça. Moi, j'ai eu cette... quand je suis tombé sur cette histoire, je l'ai trouvé assez extraordinaire de voir des jeunes de banlieue, en tout cas un groupe qui décide avec Christian Delorme de marcher comme ça pour l'égalité en s'inspirant de Gandhi. Déjà, tout de suite, moi, ça a été un point de départ important. Parce que finalement, je passais d'une référence qu'on m'avait dit qui était Tony Montana à Gandhi. Et c'était pour moi Tony très Montana, c'est Scarface. C'est Scarface, bien sûr, une espèce de mythe. L'idole des jeunes, on va dire. Mais de beaucoup. De beaucoup, mais Scarface de De Palma, attention. Voilà, pas pas tous. Non. Et donc c'était important de le préciser. Et quand je suis tombé sur cette histoire, je l'ai trouvée déjà tellement cinématographique et tellement important de la raconter. Alors évidemment, il y a les agendas qui se croisent, c'est les 30 ans de la marche, mais au-delà. Est-ce que vous avez eu du mal à, comme on dit, monter le film, Il faut trouver de l'argent. On voit qu'il est distribué par EuropaCorp. Si je ne me trompe, c'est Luc Besson derrière. Et sans doute que la présence de Jamel Debbouze dans le casting du film n'est pas étranger à ce montage-là, pour le bien du film. Mais est-ce que vous avez eu du mal au tout départ à dire et à intéresser les producteurs en disant « je vais monter un film sur les 30 ans de la marche des beurs », comme on dit dans les médias C'est ça, en fait. Voilà. C'est justement le fait de l'avoir appelé la marche des beurs, parce qu'on a tout de suite voulu nous mettre dans un espèce de tiroir de films communautaires. Et moi, avec une espèce de naïveté, je dis: attendez les gars, je crois que vous n'êtes pas au courant de l'histoire. Il y a tout, il y a Christian Delorme dedans, il y a vraiment, attendez, c'est avant tout la marche pour l'égalité contre le racisme. Donc déjà là, il a fallu se battre pour essayer de le mettre dans le tiroir d'un film français, déjà, au-delà d'être communautaire. Donc déjà, ça a été un peu compliqué. Donc j'ai dû rappeler l'histoire. Comment expliquez-vous que depuis 30 ans, je vais faire exprès de le dire comme ça, que depuis 30 ans, les beurs disent: vous pourriez peut-être arrêter de nous appeler les beurs, et que continuent toujours? Ah ben écoutez, non, moi je les appelle jamais comme ça. Donc, pas vous, bien sûr. Non, mais je sais pas. C'est une espèce de simplification. Vous savez, moi, par rapport à la Belgique, moi je suis un réalisateur belge d'origine maghrébine. Et là, je suis ravi parce que je suis un réalisateur belge. Donc, vous savez, cette sémantique, elle est importante et par rapport à là où on se trouve.
Vous êtes un réalisateur belge, évidemment, et personne n'est d'ailleurs parfait. Dounia Bouzard. Je crois que c'est le drame de cette marche, d'avoir été réduite à la marche des beurs. Justement, quand on regarde les archives, et je suis très pressée de revoir le film, c'était bien sûr la revendication. On peut être semblable à vous. Même quand on est né ailleurs, on peut vous ressembler, mais c'était aussi, on veut avoir la même place, c'est-à-dire, c'était des revendications sociales et économiques. Il y a 40% de discrimination quand on s'appelle Mohamed alors qu'on a fait les mêmes études. Monsieur le Président, on vient aussi vous dire que on croit dans la devise de la République et on veut juste que la République applique sa devise. Et insidieusement, dans le débat public, médiatique, on a réduit cet appel à la République d'appliquer sa devise à une ethnicisation, une culturalisation d'un problème social. Et 30 ans après, si on fait encore des livres sur les discriminations, c'est que du coup, on n'a pas travaillé sur le fondement des discriminations et des préjugés qui les sous-tendent, voire Madame Taubira. Sur le site de libération.fr, Éric Favreau, qui avait suivi cette marche dès le départ, dit au fond que cette marche-là, elle est à la fois formidable et triste, puisqu'au fond, Christian Delorme, père Delorme, elle n'a pas abouti au fond, à changer grand-chose, entre guillemets. C'est-à-dire que la marche, moi je dis souvent, ça a été un cri et une main tendue à la fois, un cri pour dénoncer des crimes racistes qui étaient extrêmement importants à l'époque, on l'a peut-être oublié, et puis une main tendue d'une jeunesse qui se sentait déjà française et qui demandait à être pleinement reconnue, non pas à partir de ses origines, mais à partir de ce qu'elle était là tout de suite. Alors vous avez évoqué le terme beurre, en fait, le terme beurre, ce qui est paradoxal, c'est que ce sont plutôt des médias de gauche qui ont mis cette étiquette en avant, en reprenant, il faut le reconnaître, le fait qu'à Paris, certains groupes s'assumaient comme beurre, puisqu'il y avait Radio Beurre, il y a toujours Beurre FM, et que Beurre et le Verlan de Rebeu. Voilà, c'est ça. Mais en dehors de la région parisienne, les jeunes ne se sont jamais sentis des beurs, et vraiment, c'était une revendication, on l'avait oublié malheureusement, une revendication d'être vraiment reconnus comme des Français. La marche, elle s'est fondée sur les valeurs de la République. Alors on parle aujourd'hui d'un climat lourd, pesant, nauséeux, avec les attaques racistes que l'on a vues ça et là ces derniers jours. Il faut rappeler que tout de même, dans le début de ces années 80, l'atmosphère n'était pas franchement joyeuse non plus. De très nombreux meurtres racistes, beaucoup plus qu'il y en a aujourd'hui, et notamment au journal télévisé. Parmi les nouvelles, celle-ci, nous sommes le 9 juillet 1983. Comme dans toute la France, il faisait très chaud hier soir, vers 20h30. C'était à la cité des 4000, à la Courneuve, dans la banlieue parisienne. Soudain, Toufik, il a 10 ans, chancelle et tombe. Toufik, c'est un enfant de Nord-Africain. On dit un émigré de la 2e génération, pour bien montrer qu'il est né chez nous. Toufik a bien été tiré comme un lapin. Il est mort à 21h40, la poitrine perforée par une balle. On ne sait toujours pas qui, quel homme rendu fou par le bruit, la fournaise, la haine des jeunes ou des Arabes, attiré sur un enfant de 10 ans. Voilà, alors plus tard on s'interrogera, on saura que c'est un salarié de la RATP, à la santé fragile, lit-on dans les médias, qui est l'auteur de ce coup de feu, 45 ans. Mais on voit aussi qu'à ce moment-là, les médias ont du mal à savoir et à qualifier au fond ce crime-là. Est-ce que c'est un crime de l'exaspération du bruit ou est-ce un crime raciste ? Christian Delorme. Mais c'est tout ça un peu à la fois. Et je dirais, c'est pas seulement un problème des médias, c'est aussi l'attitude de la magistrature et de la police qui n'accordent pas finalement une importance énorme à ces morts violentes et qui les met plutôt sous le registre soit de l'exaspération, soit sous le registre de la légitime défense. Moi, je fais souvent la comparaison avec ce qui s'est passé pour le viol. Pendant des décennies, voire des siècles, on a considéré que le viol, c'était plutôt la faute des femmes. Et la justice, la loi ne sanctionnait pas les viols ou très peu. À partir du moment où on les a sanctionnés, les viols heureusement ont diminué. Et en tout cas, dans la conscience collective, ils sont considérés comme un crime, en tout cas dans un pays comme le nôtre. Eh bien, pour ces morts violentes, c'est ce qui s'est passé. C'est que pendant des décennies, il y a eu un certain laxisme, on peut le dire, de la magistrature, jusqu'au jour où finalement, il a été décidé qu'il fallait mettre un coup d'arrêt et les responsables de ces morts violentes ou de ces meurtres sont passés systématiquement aux assises. Et à partir de ce moment-là, de fait, on a vu
quasiment cesser ces morts violentes. Je trouve que c'est très instructif de voir ce qui s'est passé. Alors Christian Delorme, vous avez été très tôt dans votre vie, très engagé, vous avez fait de nombreuses actions, des grèves de la faim, vous le racontez, vous, dans le livre qui sort chez Bayard aujourd'hui, la véritable histoire qui a inspiré le film, c'est la vôtre histoire, votre personnage dans le film de Nabil Ben Yadir est interprété par Olivier Gourmet. Donc on voit votre itinéraire de militant, vous parlez beaucoup d'action, de grève de la faim, vous insistez aussi sur l'importance, dites-vous, du sourire qui pourrait changer bien les choses et la formation qui vous a inspiré, l'action qui vous a été inspirée par Martin Luther King et Gandhi. Mais peut-être 2-3 souvenirs quand même. Comment les voyez-vous arriver, on va le dire comme ça, ces mômes qui sont outrés, scandalisés, blessés par ce qui se passe, ces nombreux crimes. On se souvient aussi de ce jeune garçon défenestré dans un train dans le sud-ouest. Comment les voyez-vous arriver et vous vous dites quoi je vais les rassurer, leur parler, ou vous voyez là qu'il va y avoir réellement quelque chose qui va se mettre en place? En fait, personnellement, j'avais déjà une longue histoire avec les familles issues de l'immigration, et tout ça s'est fait naturellement. Je ne suis pas allé au-devant d'eux, c'est parce que c'était des familles, des jeunes que je connaissais, que je rencontrais naturellement. Ce qui me frappait, c'était l'immense peur, l'immense souffrance. D'ailleurs, aujourd'hui encore, je m'aperçois que il y a une méconnaissance totale de ce que ressentent les uns et les autres. L'insécurité, on en parle beaucoup, mais on la met toujours d'un seul côté. Or, dans les années 80, eh bien, les familles issues des immigrations postcoloniales en France vivaient dans une grande insécurité. Toutes ces morts de jeunes faisaient que beaucoup de femmes tremblaient chaque fois que leur fils descendait. Et moi, je partageais tout cela. Et puis finalement, j'ai suivi parce que la marche pour l'égalité, elle a pour départ finalement la balle que Toumi Djedja a reçue, tirée par un policier dans la nuit du 19 au 20 juin 1983. Et ça a été le déclic, ce qui nous a fait dire, eh bien, cette fois-ci, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on crie que cela n'est plus possible. Voilà, donc moi j'ai simplement accompagné ce cri j'étais sensible à ce que ressentaient ces familles issues de l'immigration. À ce moment-là de 1983, vous étiez où? Vous aviez quel âge? Ça se fait pas de demander l'âge aux dames, mais enfin bon. Non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Et puis j'ai pas fait partie des gens qui ont été actrices. Je venais d'avoir un bébé, je venais de perdre mon mari, donc j'ai essayé de survivre à cette époque-là. Mais par contre, je me suis plongée dedans dès que j'ai été réanimée, et ça a été ma marche quand même si j'ai pas marché physiquement. Moi, ce que je voudrais rebondir sur la question sur la comparaison avec les viols, parce que c'est vraiment quelque chose qui me semble très juste. Bien sûr que, alors, cette marche, c'était vraiment de dire, on ne peut pas nous différencier et nous faire subir un traitement discriminatoire à partir d'une référence identitaire. Donc, une origine vraie ou supposée, c'était cette démarche-là. Tout comme les femmes ont revendiqué d'être considérées comme des êtres humains à part entière. Ok. Appliquer la loi, c'est quelque chose, effectivement, c'est la première étape, il me semble, dans une démocratie, d'appliquer la loi comme un crime sans avoir de subjectivité. Mais il me semble que depuis, si on doit faire un peu le bilan aujourd'hui, on n'a quand même pas travaillé ce qui sous-tend le fait qu'on considère certaines catégories d'êtres humains comme différents, voire comme inférieurs quand on est raciste. Mais quand on est antiraciste, on peut aussi considérer qu'il y a des caractéristiques identitaires qui sont par nature différentes chez certaines catégories de personnes. Et cette naturalisation, cette catégorisation basée sur des différences soi-disant naturelles, à l'époque, elles étaient sur la culture. Les Arabes savent pas tenir leurs gosses. Les Arabes ont une autre culture. S'ils brûlent des voitures, c'est pas qu'ils sont discriminés. S'ils brûlent des voitures, c'est qu'ils sont pas civilisés, etc. Aujourd'hui, elle s'est confessionnalisée et on a quand même un report de considérer des caractéristiques comme naturellement incompatibles avec la République qui se sont maintenant mis sur la question de l'islam. Mais le processus est le même et on fait la même chose avec les discriminations sexistes, voire l'orientation homosexuelle. Donc il faut, et nous on a fait ce bouquin pour ça, et on a pu l'étudier dans un milieu où il y a déjà de la diversité, parce que c'est vrai que c'est dans une entreprise à Disneyland qu'on a pu travailler. Pourquoi justement? Quels sont les préjugés, les processus? Et c'est pas une personne c'est pas une discrimination ou une représentation d'une personne. C'est un processus de société pour éclater les catégories.
Nabil Ben Yadir, ce que vous avez voulu vous montrer dans le film, c'est qu'effectivement, au tout départ, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une véritable humiliation qui fait réagir tous ces jeunes-là. Et puis alors, pas seulement, qui seraient d'origine d'on ne sait où. Il y a certains qui d'ailleurs considèrent qu'ils n'étant pas des cibles potentielles, mais qui, justement, décident de rejoindre le mouvement. C'est le cas, ce nom va vous rappeler quelque chose, hein. Marie-Laure Mahé, Christian Delorme, vous vous en souvenez, elle a fait partie des tout premiers à participer à la marche des beurs de 83 pour l'égalité et contre le racisme. Et donc voilà qu'elle se souvient, elle avait alors à peine 20 ans à l'époque, elle est au micro de Claire Duisabo. C'est quand j'ai su que Toufik Ouanès est mort à la Courneuve, donc un petit garçon de 9 ans, là, en juillet 83. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à dire qu'il y avait des jeunes de 20 ans qui mouraient déjà depuis plusieurs années. Il y en avait eu 2 à Marseille en 80 et 81, des jeunes de mon âge. Moi, je suis d'origine marseillaise. Et justement, je venais d'arriver à Asnières et j'avais exactement le même âge qu'un jeune garçon, Abdendi Gemia, qui est mort à Nanterre, c'est-à-dire juste à côté d'Asnières. Moi, je suis arrivée en octobre 82 et lui, en novembre 82, il mourait, quoi. Et moi, quand j'ai su ça, que des jeunes de mon âge pouvaient mourir juste parce qu'ils avaient une couleur ou un nom différent, je me disais, mais que c'était pas possible. Je disais, mais t'es au courant de ça, mais tu le sais, ça, et ça te fait rien. Enfin, et donc, quand j'ai su que quelque chose se faisait pour dénoncer ça, ben, j'en ai été. Forcément. Je ne peux pas accepter l'idée que quand j'appartiens à un groupe ou à un pays, il y a une partie qui soit en marge et victime et ostracisée ou vit en apartheid. Enfin, voilà. Ça m'atteint. Donc, c'est pas du soutien pour moi, c'est que c'est pas vivable pour moi. Ça m'empêche de vivre que de me dire qu'on n'est pas tous égaux, quoi. Voilà. Nabil Ben Yadir, quel a été l'écueil à éviter pour écrire le scénario et faire le film? Je vous pose la question parce que je lisais notamment ce que dit le sociologue Adil Djazouli qui vient de publier La marche pour l'égalité aux éditions de l'Aube et un livre d'entretien avec Toumi Jaïda. Et il dit au fond, attention, parfois de ne pas tomber dans le discours victimaire puisque les bourreaux raffolent des victimes. Tout à fait. Mais vous savez, quand on a commencé l'écriture du film avec Nadia Lagdar, en tout cas quand on l'a repris, on s'est posé la question. Est-ce qu'on va les considérer comme des victimes ou comme des héros? Et moi, j'ai trouvé justement leur démarche très très héroïque. Il faut dire que c'est ce que disait Jamel, c'est que pour traverser cette France à l'époque, il fallait avoir un peu d'inconscience quand même. Parce qu'à l'époque, comme vous dites, il y avait énormément de crimes racistes, et je trouvais qu'il y avait une force, une naïveté et une inconscience, comme si ils avaient traversé une autoroute les yeux fermés. Et qu'il y a eu des provocations. Exactement, et qu'il y a eu des provocations, etc. Et ils ont gardé et ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont gardé cette force. Il y a eu des moments de doute, bien évidemment. Je pense que la défenestration d'Habib Grimzi a mis des doutes à un moment donné sur cette non-violence et sur cette marche, mais ils ont continué avec cette main tendue. Et à 8h16, c'est l'heure de votre chronique, Brice Couturier. Bonjour Marc. Il faut toujours se souvenir des avertissements du regretté Philippe Muret lorsqu'on parle de commémoration. Pour Muret, notre contemporain Homo Festivus, qui tend à remplacer des événements historiques par de l'événementiel et la culture authentique par du culturel, commémore les grandes dates de son héritage, surtout pour se débarrasser des questions que ce passé risquerait de lui poser aujourd'hui. Ainsi, on peut voir un bien mauvais signe pour le débat sur l'intégration des immigrés dans le fait que nos gouvernements annoncent avoir débloqué 450 000 € destinés à financer 70 actions commémoratives de la marche des beurs de 1983. Ce n'est pas la première fois qu'un pouvoir en place cherche à récupérer la mémoire de l'événement pour n'en rien retenir. En 2003, c'était Jean-Pierre Raffarin, le Premier ministre de l'époque, qui avait lui aussi organisé une cérémonie du souvenir en recevant à Matignon une centaine de personnalités issues de l'immigration, mais bien intégrées dans la société française, des avocats, médecins, hauts fonctionnaires, comme pour démontrer que le plafond de verre qui bloque la promotion sociale des enfants d'immigrés d'Afrique et du Maghreb avait enfin cédé. Si seulement c'était vrai. Aujourd'hui, on convient que la marche, si elle a été un succès sur le moment, 100 000 personnes à Paris le 10 décembre pour accueillir les marcheurs, partis de Marseille le 15 octobre, s'est traduite en réalité par un échec. Échec pour cause de récupération politicienne.
Reçus en grande pompe par François Mitterrand à l'Élysée, les initiateurs de la marche ont eu le sentiment d'avoir été dépossédés de leur aventure par un président qui avait du mal à négocier le virage de la rigueur. D'avoir été instrumentalisé par un parti qui, renonçant de facto au socialisme, se cherchait alors une idéologie de rechange et a cru l'avoir trouvée dans l'antiracisme. Échec parce que l'exigence républicaine d'égalité que portait le mouvement de 83 s'est muée chez d'autres récupérateurs en une revendication de différence portée par des islamistes qui refusent la République laïque et impie. Échec parce qu'une partie de la gauche a elle aussi troqué l'idéal de laïcité et d'universalité qui était le sien depuis les Lumières du XVIIIe siècle contre celui du communautarisme multiculturaliste qui en est la négation. On peut interpréter comme un signe décourageant la mise en sommeil par le gouvernement du Haut Conseil à l'intégration, la nouvelle doctrine au pouvoir et que l'intégration constitue un niveau d'exigence inacceptable et qu'il faudrait se contenter d'une vague inclusion. Dans les faits, progresse l'idée communautariste qui est celle d'un développement séparé, régulé vaille que vaille par une politique d'accommodement raisonnable à la canadienne. Au lieu de combattre le repli identitaire accompagné d'un violent retour aux sources culturelles, j'emprunte ce constat à Malika Sorel, qui fait partie du Haut Conseil en question, on s'en accommode ou même on l'accompagne. Les revendications religieuses sont plus faciles à satisfaire, n'est-ce pas, que les revendications sociales. Constat fait par une partie de la droite, dorénavant tentée par cette laïcité ouverte au nom de laquelle les élus concèdent le maintien de l'ordre de certains quartiers à des associations qu'ils financent en contrepartie. Échec enfin parce que le relais n'a pas été transmis aux générations suivantes, comme le déplorent les marcheurs de 1983. La marche des beurs aurait dû être le point de départ d'un mouvement social mobilisant pour l'égalité réelle l'ensemble des citoyens de ce pays. Elle avorte d'une montée des revendications communautaristes portées par un discours de victimisation qui déclenche en face une tentation symétrique de repli sur sa propre identité, l'identité autochtone, qui n'est pas moins légitime. Est-il seulement possible de renouer avec l'idéal d'intégration civique, laïque et républicain qui était celui de la marche des beurs de 83, alors que le paysage intellectuel et social a été tellement bouleversé depuis ? Faut-il alors y renoncer pour s'aligner franchement sur le modèle multiculturaliste à l'anglo-saxonne, un modèle dans lequel on se tolère mutuellement, mais où les échanges entre communautés closes sur elles-mêmes restent à minima, régulés par les lois du marché et du droit, un modèle où l'individu doit, pour être reconnu et exister, se soumettre à son groupe d'appartenance, quels que soient ses espoirs d'émancipation. La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Qui commente, qui veut intervenir tout de suite? Donia Bouzard. Alors, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut rebondir. Là, tout de suite, j'ai envie de prendre ma casquette d'experte à l'Observatoire national de la laïcité, qui a pris le relais du HCI et qui est maintenant chargé d'appliquer la laïcité. Et je voudrais quand même rassurer tout de suite en disant que l'option de l'Observatoire de la laïcité, ce n'est absolument pas de suivre les accommodements raisonnables du Canada, qui est effectivement de faire des dérogations à la loi pour tous, pour une partie des citoyens, et qu'au contraire, on est dans une réflexion vraiment basée sur la philosophie française, où tout le monde doit se mélanger et ne pas être référencié par une de ses caractéristiques identitaires et surtout pas celle de sa conviction vraie ou supposée, et que c'est ce travail-là qu'on aborde. Par contre, j'aimerais effectivement aussi rebondir sur le fait que, oui, pour moi, autant la marche pour l'égalité était une réussite parce que justement les gens ne se présentaient pas du tout comme des victimes, mais comme des acteurs à part entière faisant partie de la société. Autant ça n'a pas été traité comme ça, et la loi républicaine a perdu sa légitimité, la République a perdu sa légitimité pour un certain nombre de jeunes qui vont mal, puisque c'est ceux-là qui nous intéressent. Les gens qui vont bien, on n'en parle jamais. Ceux qui sont dans les grandes écoles, médecins, etc., ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse,
intéresse, c'est ceux qui effectivement mettent quelque chose en avant pour soit s'auto-exclure, soit exclure les autres. Or, force est de constater que ceux qui vont mal ne croient plus du tout dans ceux qui représentent la République, ne savent même plus d'ailleurs identifier, et ont surinvesti la religion, ça c'est une évidence. Je ne dirais pas que c'est du communautarisme. Du communautarisme, on en a, mais c'est plutôt les primo-arrivants qui restent sur des organisations de clans pour se protéger. Je dirais que c'est bien plus grave que ça. C'est un système où on met la religion en avant parce que c'est comme un système où on est un groupe purificateur qui va se séparer de tous ceux qui ne sont pas comme nous parce qu'on voit la société, la République comme une société païenne qui serait gouvernée par le sexe et l'argent et où on va transformer la religion, donc l'islam, en code pour se reconnaître entre soi et pour se distinguer des autres et inverser le rapport dominant-dominé, c'est-à-dire qu'on passe on était une catégorie, les enfants, les petits frères, les tout petits frères de cette génération-là qui a eu l'impression d'être sans arrêt, on pensait à leur place, on les définissait comme des êtres inférieurs. Là, il y a une inversion complète et on possède la vérité, on est supérieur au reste du monde, on est élu et d'ailleurs on va sauver le monde en imposant notre norme. Ces questions de religion qui ont pris le pas sur les débats d'aujourd'hui, est-ce que Nabil Ben Yadir et Christian Delorme, est-ce qu'elles étaient présentes à l'époque il y a 30 ans ? Écoutez, moi, une des raisons pour lesquelles je suis très très heureux que le film de Nabil Ben Yadir existe, c'est parce qu'il montre une photo d'une France un peu rêvée, d'une France rêvée par des jeunes des quartiers, de la diversité, qui se veulent français, des jeunes qui ne font pas attention aux différences religieuses, qui ne font pas attention aux différences générationnelles, qui ne font pas attention aux différences, on pourrait dire, nationales. Est-ce qu'on vous a reproché les fois ou mis en accusation le fait que vous soyez prêtre catholique à l'époque, et dans quasiment l'animation de ce quasiment mouvement? pas. Il y a eu quelques petits groupes qui se réclamaient d'idéologie libertaire, mais non, ça paraissait naturel. Et alors, moi, ce que je crois important de dire, c'est que cette image que le film donne d'une réalité qui était celle de 1983, elle n'est pas morte aujourd'hui. Et moi, je suis persuadé qu'il y a des centaines de milliers de gens qui vont voir ce film, notamment des jeunes d'aujourd'hui, de nos quartiers, qui vont se reconnaître. Parce qu'il y a de fait cette montée du religieux qui existe, ces replis identitaires, ces identités sécurisantes, ou même ce rapport dominant-dominé inversé qu'évoquait Denis Abouzard. Bien sûr, cela existe, mais il y a aussi une grande partie des jeunes qui ne veulent pas entrer là-dedans, qui résistent, et qui sont de fait dedans. Alors, dans cette société. Comment expliquer, Christian Delorme et Nabil Ben Yadir, ce que certains pourraient trouver être, au fond, un paradoxe? Regardez, le 30 novembre prochain, là, qui arrive, dans quelques jours, dans 5 jours, le MRAP, la Ligue des droits de l'homme, SOS Racisme et plusieurs syndicats appellent à une marche. La marche contre le racisme, notamment à la suite des propos tenus qui ont visé la ministre de la Justice, Christiane Taubira. Si on regarde votre film très attentivement jusqu'au bout, le dernier carton, comme on dit, du film précise une chose, et j'aimerais que vous m'expliquiez, que tous les marcheurs de 83, tout reçus à l'Élysée qu'ils ont été, tout représentant tout d'un coup de quelque chose qui s'était élevé, n'ont pas voulu, je crois, à aucune exception, rejoindre le mouvement qui naissait un peu plus tard, SOS Racisme. Alors, pour quelle raison ? Je vous en prie, Nabil Ben Yadir. Écoutez, Christian Delorme pourra vous répondre, mais en tout cas, moi, dans les informations que j'ai, je trouvais d'ailleurs ce que dit Toumi Djaïdja, c'est-à-dire que eux, dans leur organisation, dans l'organisation de cette marche, ce qu'ils voulaient, c'était un vivre ensemble et être français. C'est-à-dire vraiment une marche qui rassemblait tous les Français, avec cette association qui était SOS Avenir Minguette. Et eux ont eu l'impression à un moment donné qu'SOS Racisme peut-être divisait la France en deux, en disant voici les bourreaux, voici les victimes, voici les méchants, voici les gentils. Ce qui a été à l'opposé de leur démarche, qui était on est tous ensemble dans le même... Et puis le fait que ça soit politisé aussi a été pour eux quelque chose de dangereux pour eux. Et donc c'était intéressant de se dire que à cette époque, ils avaient 18 ans, ils étaient totalement apolitiques, ils n'avaient pas les dents longues, et finalement, est-ce qu'ils auraient dû les avoir pour
pour y adhérer en tout cas. Christian Delorme, sur cette question. C'est sûr qu'aujourd'hui, on sait que SOS Racisme a été en grande partie une construction politique. Moi, je pense qu'il y a eu aussi des aspects positifs dans la réaction morale au refus du racisme, mais ça a été d'abord une construction politique autour de François Mitterrand pour aussi gérer la question du Front National qu'on mettait dans les pattes de la droite. Donc, il y a tout ça, et la prise de conscience de cette utilisation a amené un rejet de la part des jeunes des quartiers. Et je crois que l'échec principal, pour moi, c'est pas d'abord l'échec de SOS Racisme, c'est l'échec d'un pouvoir qui n'a pas compris qu'il y avait une revendication d'égalité indépendamment des origines. Le paradoxe, c'est que ce sont ceux qui se réclamaient le plus des idées de la République, la gauche, qui a fait du différentialisme ethnique. C'est ça qui est le plus déroutant. Alors que la demande, c'était pas le droit à la différence, c'était le droit à la similitude, même quand on a une différence. Et à l'égalité, bien entendu. Thierry Pêche. Oui, une question pour Christian Delorme. Qui, aujourd'hui, dans l'Église catholique, joue le rôle qui était le vôtre à l'époque ? Est-ce qu'il y a encore une Église catholique qui est prête à s'impliquer ? Le pape va vous répondre. J'aurais laissé le répondre. J'aurais presque envie de dire en boutade que je ne suis pas encore complètement mort, d'une part, et puis d'autre part, que personnellement, dans les années 80... Alors, je vais préciser ma question. Est-ce qu'il ne vous semble pas que l'Église catholique s'est un peu communautarisée ? Oui, alors ça, c'est un des risques. D'abord, il y a une déchristianisation qui fait que le nombre de prêtres, de religieuses est moins important, et qu'il y a plutôt un réinvestissement aujourd'hui dans des dimensions plus identitaires, plus liturgiques, plus annonciatrices de l'Évangile, et que l'Église de France est sûrement moins mêlée au monde qu'elle ne l'a été dans les années 80. Alors j'espère qu'avec le nouveau pape, ce retour au monde va se Stéphane Rosès. Oui, justement, petit aparté, effectivement, SOS Racisme, à la fin des années 80, a finalement eu un petit virage plus républicain. Mais au départ, SOS Racisme était différentialiste, et je suis d'accord avec ce qu'a dit Brice Teinturier. Il y a eu une Couturier, en l'occurrence, aujourd'hui. On n'est pas à la télé. Il y a eu effectivement une petite instrumentalisation de la part du Parti socialiste, avec des jeunes socialistes, pour substituer à la question sociale la question de l'antiracisme, pour construire le clivage gauche-droite et diviser le camp d'en face. Mais sur la début des années 90, le SOS Racisme comprend que la meilleure réponse face au racisme, c'est quand même la question républicaine. Et du coup, je voudrais interroger le père Delorme par rapport à ce que vous avez dit, madame, comme sociologue, comme analyste. Bon, vous, père Delorme, dans le quartier, vous voyez les évolutions. Et que dites-vous de la montée... Je rappelle que vous êtes toujours que prêtre dans la paroisse absolument. à Lyon. Donc, par rapport à 83, quelles sont les évolutions dans les quartiers entre la République, le communautarisme ou effectivement la question de l'islamisme? Christian Delorme. J'adhère à ce que vous dites sur la réalité de ce racisme. Par exemple, Malek Bouti est quelqu'un qui a eu toujours un positionnement très républicain, et il a été président de SOS Racisme à un moment donné. Alors maintenant, sur la réalité aujourd'hui, je crois qu'elle est extrêmement complexe, extrêmement diverse et contradictoire. C'est-à-dire que nous avons en effet ces replis, alors communautariste entre guillemets, et j'approuve les nuances qu'a apportées tout à l'heure Denis Bouzard. Nous avons ces replis, c'est-à-dire un certain nombre de jeunes qui ne croient plus dans les institutions de la République, qui veulent toujours devenir français. C'est ça qui est paradoxal. C'est pour ça que le mot communautarisme est parfois ambigu, qui veulent trouver leur place dans la République, mais qui pensent que ce n'est que par le rapport de force que permet l'adhésion à un certain islam qu'ils vont y parvenir. Je pense en particulier tous ceux qui se sont retrouvés dans le discours de Tariq Ramadan, ce sont dans cette dynamique-là. Ils veulent être français, ils veulent leur place, mais ils disent, puisque les moyens traditionnels d'insertion ne nous le permettent pas, eh bien la religion va nous permettre d'exercer un certain rapport de force. Et puis il y a tous ceux, et moi je suis très attentif à ça, tous ceux qui font leur place dans la société, sans bruit, et qui eux ne veulent pas être différenciés. Et le drame, c'est que notre pays ne sait pas toujours voir cela, et que l'on voit des tas de jeunes diplômés qui maintenant partent en Angleterre, en Suisse, parce que là-bas ils sont considérés comme des Français. En Belgique, ils sont considérés comme des Français, alors qu'ici, ils sont considérés toujours comme des Arabes qui ont la nationalité française, mais on ne sait pas si c'est bien légitime qu'ils l'aient.
Dunia Bouzard. Pour être quand même bien exact, je rajouterais quand même une troisième catégorie, ceux dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui utilisent la religion, non pas pour se considérer comme des Français, mais qui exhibent le religieux coupé de toute civilisation, coupé de toute culture, comme groupe de purification exalté. Ils sont peu, mais ne faisons pas semblant de ne pas les voir parce qu'on aurait peur d'alimenter le Front National, parce que c'est aussi d'abord être non-assistance à personne en danger que de ne pas les voir, et c'est ne pas réfléchir au processus d'endoctrinement qui pousse ces jeunes tout d'un coup à se couper, à être en rupture professionnelle, sociale, amicale, familiale, et ça voudrait dire que parce qu'ils sont musulmans, on ne le regarde pas, alors que si c'était un processus sectaire de nature chrétienne, on se mobiliserait dessus. Donc là aussi, n'ayons pas une espèce de culturalisme, d'approche culturalisme qui ferait que les musulmans sont tellement différents que quand ils adoptent des comportements de rupture, ce serait raciste ou musulmanophobe de ne pas les voir. Je crois qu'elle existe cette catégorie doucement pour les jeunes qui vont mal, mais aussi le discours de l'islam radical que je sépare de l'islamisme atteint aussi des jeunes auxquels on ne s'attendait pas. Donc, ne faisons pas semblant qu'il n'existe pas aussi. Hein. Donc, il y a aussi cette troisième catégorie, tout à fait moindre, bien entendu. Brice Couturier ? Oui, alors ce risque de contagion, il est d'autant plus important et dangereux que nous sommes face à une société qui reste profondément inégalitaire. Quand on vous refuse vos droits civiques, vos droits citoyens, vos droits sociaux, évidemment, il y a la tentation de se tourner vers la communauté d'appartenance pour renverser le stigmate et dire que finalement, on n'est pas exclu, on est élu. Ce que vous aviez tout à l'heure, inverser le rapport dominant-dominé. Quelle est la portée de ce risque aujourd'hui dans la mesure où il y a peu d'appels du côté républicain, citoyen, civique et laïque? Christian Delorme, Dunia Bouzard, Nabil Benyadir, sur cette question. Si je peux me permettre encore de rebondir là-dessus. Moi, finalement, pourquoi là, on vient de sortir un livre sur les discriminations? Pourquoi on l'a fait au sein d'une entreprise? On a pu travailler ça au sein de l'entreprise parce que d'abord, il y avait donc on l'a fait au sein de Disneyland, qui a 101 origines et 101 langues parlées, donc 14 000 salariés. Et la direction nous a dit, on veut travailler sur les préjugés à l'origine, non seulement du harcèlement des gens entre eux, mais des discriminations, parce que comme ailleurs, comme partout dans la société, on ne comprend pas ce qui déclenche les choses et le déni qu'il y a. Et quand on a travaillé grâce à eux sur cette déconstruction, on s'est quand même rendu compte d'une chose depuis 30 ans, c'est que quand je dis qu'on n'a pas travaillé les préjugés qui sous-tendent les discriminations, c'est qu'il y a tout un ensemble de discours politiques. Il y a 2 discours politiques. Il y a un discours politique qui noie les préjugés sur la question de l'économie, c'est-à-dire si les gens sont discriminés, c'est parce qu'ils habitent les banlieues, ils n'ont pas accès, ils sont très défavorisés. Donc c'est l'explication économiste qui noie l'étude des préjugés des catégories naturelles qui basent le racisme. C'est une explication par le tout économique. Il y a un chapitre excellent dans le livre de Saïd Bouamama sur ce sujet qu'il appelle la lecture ouvriériste, où du coup les syndicats ne s'emparent pas de ça non plus. Et de l'autre côté, on a quand même un discours de l'handicap culturel qui reste très fort et qui est là depuis 30 ans, ou un autre discours, plutôt de droite d'ailleurs, qui dit de toute façon, comme ils ont des caractéristiques naturelles inhibitoires, de toute façon, c'est un handicap pour s'intégrer, ils sont comme ça, il y a nous et eux, cette fameuse classification. Et ça empêche de travailler les préjugés qui font qu'on considère certains semblables comme justement pas tout à fait aussi semblables et qu'on ne veut pas qu'ils occupent les mêmes places que nous, hiérarchiques. Comment, Nabil Benyadir et Christian Delorme, interprétez-vous ce que de très nombreux observateurs disent au fond aujourd'hui? François Gémen, ici, jeudi, au micro des matins de France Culture, ou encore Alain Duhamel, le 15 octobre dernier sur RTL. 30 ans après la marche pour l'égalité et contre le racisme, au fond, le Front National aurait tout de même gagné, puisqu'il anime et il arbitre les différents épisodes électoraux et politiques de ce pays. Nabil Benyadir. Non, mais vraiment, vous pouvez parler. Hein. Écoutez, je sais pas comment l'analyser. Moi, c'est quelque chose qui me fait flipper, parce que vous me parliez d'un sondage. Mais moi, ce que je rappellerai... Le Huffington Post, pour préciser, donne ce matin les résultats d'un sondage qui exprime que 42% des Français n'excluent pas de voter pour le Front National.
c'est dramatique, ça fait hyper peur, mais moi, voilà, je suis un peu bouleversé. Mais moi, par rapport aux jeunes des quartiers, ce que disait Dounia, c'est qu'il y avait cette main tendue qui est devenue un point levé. Comment est-ce qu'on est passé de cette main tendue pour devenir un point levé? Et je pense que cette main tendue est restée aussi après 1983. Quand on parle de comment on est passé de Gandhi à Tony Montana, comment on est passé de cette main tendue à ce point levé? Je pense que cette main tendue, elle est restée longtemps tendue. Et ce point levé donne une réponse et donne une légitimité. Et que personne ne l'a pris. Évidemment, la République ne l'a pas pris là, mais ce point levé, c'est-à-dire on a plus tendance à voir un point levé qu'une main tendue. Parce qu'une main tendue, c'est beau, c'est doux, c'est fédérateur, mais un point levé, c'est beaucoup plus impressionnant. Et c'est ce point levé qui donne finalement la place à cette partie du Front National. Christian Delorme. Oui, moi je suis d'accord, et je dirais que la main tendue, elle existe toujours aujourd'hui, et il est encore temps de la saisir. Maintenant, sur la montée du Front National, je pense que c'est une défaite de la France, c'est-à-dire que le succès du Front National, il s'explique essentiellement par la montée des peurs, par le fait que les gens n'ont plus confiance dans les institutions et qu'ils sont prêts, pour un certain nombre d'entre eux en tout cas, à se dire on n'a plus rien à perdre, alors autant jouer cette carte-là. Et c'est ça qui est terrifiant. Mais il faut, à mon avis, que l'on continue en effet à faire notre introspection. Vous avez évoqué le travail Dounia fait chez une grande entreprise. Ce travail, il doit être fait dans le monde politique, il doit être fait dans le monde médiatique, il doit être fait dans les rapports population-police. Je crois qu'on a besoin de faire ce travail-là, sans perdre en tout cas nos idéaux républicains, parce qu'ils sont forts, et moi je crois que néanmoins, ils continuent d'être efficaces, d'être performants, malgré les échecs que l'on peut constater. Le racisme, on n'en veut plus. C'est quand même pour ça qu'on a voté Mitterrand. Oui, c'est vrai. Ouais, on a voté Mitterrand, sauf que depuis presque 3 ans, les meurtres et les agressions d'immigrés ont fait plus de 200 victimes. Je sais pas, il est temps que le gouvernement français, en tout cas que ce gouvernement, fasse quelque chose contre ces fous qui tuent l'étranger à tout prix, quoi. Martin Luther King disait simplement « Aucune loi n'obligera jamais un homme à m'aimer, mais il est important qu'elle lui interdise de me lyncher. » Ce qui fait froid dans le dos, c'est l'indifférence des gens par rapport à tout ça. Non, excusez-moi madame. On essaye de nous faire croire que les gens sont indifférents alors qu'ils le sont pas. La preuve, on est là tous ensemble ce soir. Moi, je pense que le plus grand racisme, il est social. Il n'a pas de couleur. La preuve, Sylvain, il prend en tant que nous. C'est vrai. Dès qu'il y a une rafle aux minguettes, je suis toujours dedans. Voilà un extrait de La Marche, votre film Nabil Ben Yadir, qui sort mercredi avec dans le rôle du père Delorme, qui devient le père Dubois. Dans le film, le personnage est interprété par Olivier Gomez. Je voudrais que nous rejoignions au téléphone à Toulouse un des éminents membres fondateurs du groupe Zebda. Vous m'entendez, Majid Cherfi ? Oui, je vous entends, oui. Alors, vous êtes à Toulouse parce que vous êtes toulousain, Zebda c'est toulousain, mais voilà que vous lancez, vous, les 7 et 8 décembre prochains, entre autres, ce sera à la Bellevilloise et au Cabaret Sauvage, une initiative qui s'appelle « Ceux qui marchent encore ». 30 ans de lutte pour l'égalité. Alors, racontez-nous d'où est venue cette idée-là. Vous ne voulez pas qu'on commémore trop avec Nabil Ben Yadir, mais vous voulez continuer. Et comment ? Non, écoutez, il y a un malentendu parce que c'est des amis à moi qui sont dans cette organisation. Moi, je n'y suis pas. Je pensais que vous alliez donner concert. Alors, cela dit, comment ? Mais vous n'êtes pas, cela dit, Zebda a parti pris longtemps sur ces questions-là de lutte contre le racisme. Il y a des chansons qui l'ont dit, comme notamment je crois que ça ne va pas être possible. Oui, après, effectivement, on a participé, alors pas à la marche en elle-même, mais donc on a rejoint la marche à Paris, puis après, une dynamique est née à partir de cette marche. Et effectivement, on a passé ces 30 dernières années, ou politiquement ici à Toulouse, ou bien par Zebda, on a fait partie de ces gens qui ont lutté pour dire à la France, attention, pour dire... oui, voilà, en fait, on a passé 30 ans à dire attention, vous êtes en train de déconner. Et on s'est rendu compte, effectivement, que autant il y a 30 ans, la République avait un sens, et ça a été notre moteur, en tout cas tous ces jeunes, pour croire qu'on pouvait vivre à égalité, je dirais entre guillemets, avec les Blancs, puisque le problème est là. Aujourd'hui, la République est morte, la gauche est morte pour les jeunes issus des banlieues. Il est là le drame. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je comprends très bien. Et est-ce que ça vous
est-ce que ça vous rend très pessimiste ou est-ce qu'au contraire, comme certains démographes le disent, c'est après tout le métissage et la société actuelle qui contribuera au fond à ce que ce racisme s'éteigne, parce que on pense notamment aux analyses d'Emmanuel Todd. Voilà, il y a des mariages mixtes de plus en plus, il y a des mélanges comme on le voit dans le film La Marche de Nabil Ben Yadir qui se font, et que de fait ces problèmes-là devraient s'atténuer. Oui, on est un peu contraint à cette idée, c'est-à-dire que on se fie au métissage parce que c'est la voie, comment dire, la voie passive en fait. Au hasard des rencontres, au hasard des sentiments, le racisme finira par s'éteindre. Oui, ok, dans 2 siècles, il y aura peut-être plus de racisme anti-arabe et anti-noir. Mais c'est l'échec de la gauche, c'est l'échec de la politique que de ne pas avoir dit, par exemple, de pas nous avoir fait une place, d'avoir, je pense à une chose symptomatique, le droit de vote des immigrés. C'est tout à fait symptomatique du truc. Il y a 30 ans, on nous promet le droit de vote des immigrés, et depuis 30 ans, on nous explique que la France n'est pas prête. Et nous, jeunes issus de l'immigration, en fait, à l'époque en tout cas, puisqu'on est plus jeunes, arabes et noirs, eh ben, on s'entend dire la France n'est pas prête. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans le gouffre, et qu'il y aura demain un ensemble de ces jeunes qui s'en sortiront comme ils pourront, à défaut de droit, et certainement des groupuscules qui deviendront radicaux et absolument dangereux. Quand la République, elle t'abandonne, elle commet un crime en quelque sorte. Merci Majid Cherfi de nous avoir joint depuis Toulouse. Mais donc je rappelle que Tactique Collectif, Remember et l'Écho des Cités organisent donc tout de même à la Bellevilloise, c'est le samedi 7 décembre et le 8 décembre. Voilà, ceux qui marchent encore, notamment avec exposition, où il y aura un concert de Rachida et des projections, entre autres, de films pour évoquer cette marche à faire encore. Marcher encore. Absolument, c'est le Tactique Collectif. Absolument. Vous y croyez à cette idée qu'il faut marcher encore, Dounia Bouzard? Oui, il faut marcher encore, et puis la main dans la main. Mais ce que je voulais juste dire, c'est que non, mais juste les jeunes qui ont une place, ils se mélangent tous. C'est les jeunes qui n'ont pas de place qui surinvestissent un truc. Marcher encore? Bien sûr. Si c'était à refaire. Vous aviez 30 ans à l'époque, vous étiez jeune et beau, comme dit Stéphane Rodès, mais les choses ont bien changé. Bon. Mais non, je crois que le combat contre le racisme et contre les inégalités est un combat de toujours, et il ne faut pas renoncer. Moi personnellement, je reste encore très confiant. Alors, et vous, Nabil Ben Yadir, est-ce que votre film, vous espérez qu'il fasse prendre conscience de quelque chose, qu'il mette des gens dans la rue, main levée ou point tendu, plutôt main levée, je ne sais pas. Plutôt main tendue. Et puis voilà, et puis il y a un peuple qui marche et un peuple qui vit. Donc marchons. Voilà, et donc je rappelle La Marche de Nabil Ben Yadir avec un très beau casting. Il n'y a pas qu'Olivier Gourmet et ni Djabel Debbouze. Ça sort sur tous les écrans mercredi. Ouais, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Et nous sommes motivés pour la dernière séquence des matins, ce qui nous arrive sur le net, ce qui nous arrive en musique, ce qui nous arrive sur France Culture, ce qui nous arrive sur le net. Je vous présente Xavier Delaporte. Bonjour à tous. Xavier. Bonjour Marc. On the internet, nobody knows you're a dog. Sur internet, personne ne sait que tu es un chien. C'est la légende d'un dessin très célèbre de Peter Steiner qui a été publié dans le New Yorker le 5 juillet 1993. Alors on y voit un chien assis derrière un écran d'ordinateur qui s'adresse à un autre chien et qui lui dit donc cela: sur internet, personne ne sait que tu es un chien. Alors beaucoup ont lu dans cette phrase un espoir. On était en 1993, avec internet on était censé créer un espace qui abolirait les différences d'âge, de couleur, de genre, différences sociales ou géographiques. On était en train de créer un espace donc démocratique et égalitaire. Alors 20 ans plus tard, on est obligé de constater que c'est pas vraiment le cas. Et pour une raison assez évidente, Internet n'est pas un espace autre. Internet fait chaque jour plus partie de nos vies en tant que tel, il en reconduit bien souvent les travers. Et par ailleurs, si l'anonymat était la norme au début des années 90, le web a connu à partir du milieu des années 2000
et notamment l'avènement des réseaux sociaux, un phénomène massif de personnalisation qui fait que bien souvent, on s'exprime en notre nom propre, transportant avec nous dans les réseaux le lourd bagage de notre identité hors ligne. Il n'y a donc aucune raison pour qu'Internet et le web soient moins racistes que le reste des lieux où l'on s'exprime. Alors parmi les manières dont le racisme s'exprime en ligne, la plupart sont bien connues, dans ce qu'on appelle la fachosphère, l'ensemble au contour assez flou des sites et blogs d'extrême droite, les trolls, ces personnages qui jouissent à intervenir dans les discours en ligne, la discussion en ligne, pour les pourrir à force de provocations plus énormes les unes que les autres, ou même les commentaires, anonymes ou pas, qui fleurissent sur les sites d'information ou les réseaux sociaux. Bon, tout ça on connaît. Mais il existe des formes d'expression du racisme qui sont propres aux réseaux. Alors par exemple, les réseaux sociaux en eux-mêmes peuvent reproduire des phénomènes de ségrégation. L'ethnographe américaine Dana Boyd l'a bien montré dans une étude qui comparait MySpace à Facebook. Elle a montré comment aux États-Unis, MySpace, donc un réseau social qui précédait Facebook, s'est peu à peu ghettoisé selon un mécanisme assez similaire aux villes américaines. C'est-à-dire Facebook incarnant en l'occurrence l'équivalent numérique des banlieues proprettes vers lesquelles ont migré progressivement les blancs et les populations les plus aisées, donc MySpace restant un lieu considéré comme une sorte de bazar. Voilà. Lisa Nakamura, elle, de l'Université du Michigan aux États-Unis, travaille depuis longtemps sur le racisme en ligne. Elle en a relevé plusieurs types de manifestations. Par exemple, ce qu'elle appelle, c'est assez étrange, le tourisme identitaire. Alors ça consiste à adopter en ligne donc une identité autre sexe, autre couleur de peau, pas pour éprouver ce que ça fait d'être noir ou femme en ligne, ça ces gens-là ne sont pas des Gunther Wallraff des réseaux, mais pour se comporter selon les pires stéréotypes associés à cette identité. Une démarche donc assez perverse et dont on voit les effets qu'elle peut produire. Mais Lisa Nakamura a relevé une autre forme de racisme encore plus étrange. Elle a remarqué que dans un jeu multijoueur en ligne du nom de Lineage 2, c'est-à-dire c'est des jeux donc, qui se jouent sur Internet à énormément de joueurs à distance, une catégorie de personnages subissait une extermination massive. Il s'agissait de petits personnages féminins, sortes d'elfes ou de naines. Si ces personnages étaient exterminés, ne riez pas, Marc. C'est pas vous qui riez. C'est pas moi qui ris. Non mais c'est pas vrai. Si ces personnages étaient exterminés, c'est parce qu'ils étaient soupçonnés d'être manipulés par des Chinois. Alors, je vous explique. Dans les jeux en ligne, il existe une pratique assez répandue, c'est que de jeunes Chinois qui ont besoin d'argent font gagner des points à des personnages et puis les revendent ensuite à d'autres joueurs occidentaux pour la plupart du temps qui ont les moyens de payer et peuvent ainsi profiter de la puissance du personnage sans avoir à jouer des heures pour obtenir cette puissance. Or, ces petits personnages féminins, pour des raisons propres et internes au jeu, étaient prisés par ces jeunes Chinois. Bon, d'où des scènes assez étranges où des gnomes à couettes se sont fait dégommer au cri de sale chinois. Ce qui est à la fois pathétique et assez cocasse. Et en tant que tel, je trouve que finalement ce racisme en ligne a une forme de vertu, c'est que par sa brutalité, par sa lâcheté, c'est toujours plus facile d'insulter à distance, et par l'absurdité de l'objet qu'il désigne à sa propre haine, c'est en l'occurrence la gnome à couette rose, eh bien, il est une magnifique caricature de tous les racismes. La chronique de Xavier Delaporte sur franceculture.fr, une petite réaction. David Ben Yadir, Christian Delorme. C'est moi qui avais rigolé. Vous dénoncez.